à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler des négociations autour de l'avenir de l'Ukraine et plus généralement de ce que représente négocier avec la Russie de Vladimir Poutine. J'ai le plaisir de recevoir à nouveau Dimitri Minnik, chercheur au Centre Russie-Eurasie de l'IFRI, grand spécialiste de la pensée stratégique russe sur laquelle vous avez fait votre thèse publiée il y a 2 ans sous le titre « Pensée et culture stratégique russe du contournement de la lutte armée à la guerre en Ukraine » paru aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme en 2023 donc, dont vous étiez venu d'ailleurs parler au micro au moment de la sortie. C'était, je crois, une de vos premières interventions autour du bouquin à l'époque, donc bonjour, merci beaucoup d'être là et bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour Alexandre, merci à toi pour ton invitation. Alors c'est une invitation qui vise évidemment à faire le point sur ce qui peut se passer dans le cadre de négociations avec la Russie, puisque c'est manifestement la préoccupation du moment, suite à l'évolution de l'administration de Donald Trump, qui fait désormais pression sur l'Ukraine et ses alliés pour avancer dans ces négociations, qu'ils ont d'ailleurs déjà entamées secrètement en fin d'année dernière, et puis ouvertement il y a quelques semaines. Et on enregistre ça évidemment dans le contexte d'après-coup de la scène assez tragique qu'on a vue il y a quelques jours à la Maison-Blanche, entre le président Zelensky et Donald Trump et son vice-président J.D. Vance. Et quand on y regarde de près, c'est en fait très intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'en réalité, ce qui fait dérailler l'entièreté de l'affaire, alors il y a les caractères, etc., on a supputé des trucs sur la traduction, enfin sur leur manière de se comprendre, mais le truc se passe assez bien pendant 40 minutes et il y a un point d'inflexion, un truc qui fait tout vriller, c'est très exactement notre sujet du jour, à savoir la possibilité de négocier avec Vladimir Poutine. He broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Count one. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you. Alors j'ai mis l'extrait un peu plus longuement pour garder la partie où Zelensky demande donc à J.D. Vance s'il est allé en Ukraine pour constater ce qu'il affirme, et où l'autre raconte ce qui s'est renseigné à la télé, ce qui dit à peu près tout ce qu'on a besoin de savoir sur cette administration. Et donc, ça c'est le dernier chapitre, qui est arrivé d'ailleurs bien après qu'on ait prévu cette émission. Heureusement qu'on l'a pas enregistré trop à l'avance. On aurait pu le faire, on l'a pas fait, heureusement. Ouais. Mais donc ce chapitre qui a des conséquences massives sur la position américaine et donc sur le levier de négociation face à la Russie, ce que Trump sait par ailleurs parfaitement, qu'il répète constamment dans cette scène assez désolante. Donc ouais, il y a toute la partie des conséquences sur les relations transatlantiques et au sein de l'OTAN qui sont en train de vriller à grande vitesse, dont on reparlera à ce micro, mais c'est pas le cœur de notre propos. Il y a une partie dont on parle un peu moins souvent parce que ça nous touche moins immédiatement en tant qu'Européens, c'est les conséquences sur la relation à la Russie et sur les perspectives d'une sortie du conflit, puisque en effet on est très accaparé par notre alliance qui est en train de se barrer en vrille, mais je crois qu'on porte moins notre attention sur l'acteur russe dans cette équation, qu'on résume parfois à Vladimir Poutine qui doit se frotter les mains depuis l'investiture de Donald Trump. Bon, à ce stade, ça va finir par faire du feu à force de frotter. Mais j'avais donc envie de parler précisément de la Russie, de son équation et de ses objectifs stratégiques dans ce contexte et de la manière dont il est possible ou non d'engager des discussions avec elle à la lumière du passé. Et je peux dire que c'est un peu devenu votre spécialité secondaire parce que vous avez beaucoup publié dessus, notamment pour l'IFRI, à la fois sur la vision russe de la guerre et puis sur la manière dont il a été possible ou non de discuter avec eux, en vous intéressant notamment au cas d'Emmanuel Macron et de son évolution sur le sujet. Je mettrai évidemment des liens vers vos travaux dans la description de l'émission. Alors, avant de savoir où on va, j'aimerais savoir où l'on en est, du point de vue russe. Alors je l'ai dit, mais vous êtes un spécialiste de la pensée et des débats stratégiques russes qui sont beaucoup plus vivace et ouvert dans le monde militaire russe qu'on ne pourrait le penser pour un État autoritaire, voire semi-dictatorial comme celui-ci. Alors voilà, qu'est-ce que, en ce moment, on pense de l'état de l'opération militaire russe dans les cercles russes et dans les revues, notamment, que vous lisez régulièrement ? Bon, déjà, je dirais, je commencerai par dire que, en fait, les discours changent en fonction aussi de la situation. Pendant les 2 premières années, il y a eu quand même l'idée que ce conflit ne devait pas se prolonger. Pourquoi ? Là, je paraphrase. Il est
nous sommes inconscients de nous battre contre l'ensemble du complexe militaro-industriel occidental, nous seuls. Voilà, on n'est pas capable de le faire. Il faut que ça se termine le plus vite possible en atteignant le maximum d'objectifs déclarés de l'opération militaire spéciale. Je peux rappeler que ça, c'est par ailleurs un truc qui est totalement central dans votre livre, c'est la fascination permanente que les Russes ont pour les Américains et pour, d'une manière générale, l'appareil militaire occidental, sur lequel ils essayent de se calquer en complément, en opposition, etc. Mais ils ont quand même une obsession pour la puissance militaire américaine et occidentale au sens large, quoi. Oui, totalement. Mais c'est ce qui, d'ailleurs, leur a coûté cher. C'est-à-dire ils n'ont pas un rapport très objectif, en fait, à ce qu'est l'Occident, qu'ils voient comme un monolithe, et en même temps à sa puissance. Ils le voient comme un acteur omnipotent, surpuissant, capable de faire dérailler des sociétés entières, de les faire s'effondrer. Vous voyez, il y a à l'époque, dans les débats stratégiques que vous évoquiez, certains disaient même, pour se moquer de ceux qui voulaient carrément changer, en fait, toute la pensée stratégique russe, pour comment dire, vers une forme de démilitarisation. Certains disaient oui, mais quand il y a un tremblement de terre, c'est une guerre aussi, et qu'un État s'effondre, c'est une guerre. Donc non, en fait, eux, ils sont persuadés que l'Occident, ça c'est leur vision, ça. L'Occident mène une guerre indirecte à la Russie. Ça c'est le terme de base de l'équation. Après, on peut s'arranger sur des nuances. L'Occident mène une guerre à la Russie. L'Ukraine est un moyen pour l'Occident d'intensifier cette guerre indirecte via une guerre par procuration, ce qui est délirant, mais c'est leur vision. Parce que l'Occident est conscient qu'il perd son hégémonie mondiale. Et donc, comme quelqu'un qui voudrait tout miser au moment où il est en train de mourir, l'Occident miserait tout sur l'Ukraine pour, au final, la destruction de la Russie. Mais on pouvait même lire du conseiller de Shoigu, Ilnitsky, Shoigu, donc l'ancien ministre de la Défense russe, qui disait nous ne pouvons plus reculer. C'est une guerre à mort. C'est soit ça, soit la destruction civilisationnelle et biologique des Russes. Donc ce genre de discours, on les entendait en 44-45 en Allemagne. C'est-à-dire soit on résiste, soit c'est la destruction physique des Allemands. Et donc, en fait, il y a cette forme de radicalité qu'on ne comprend pas vraiment en Occident et qu'on préfère, qu'on a souvent tué. Moi, j'ai des exemples de choses qu'on ne préférait pas lire ou pas regarder parce qu'on se dit non, mais c'est pas sérieux. Les Russes, la Russie, c'est un État quand même moderne, occidentalisé. Ils peuvent pas penser et faire ça. Bah si, non seulement ils l'ont fait, mais surtout ils l'ont pensé très fort. Et en fait, ils ont fait beaucoup de choses qu'ils ont pensées et écrites, ou assez ouvertement en réalité. Donc voilà. Et concrètement, juste un mot pour finir, c'est que aujourd'hui, ils sont conscients que l'Occident, ce qu'ils appellent l'Occident collectif, l'Occident uni, bref, l'Occident, quoi, en gros, pour eux, ça c'est des termes qui ont émergé il y a 2-3 ans. Mais l'Occident se désintègre. Ce qui est, mais leur but stratégique depuis très longtemps, mais depuis 70-80, depuis la création de l'OTAN, qu'ils ont d'ailleurs beaucoup contribué à provoquer. La création de l'OTAN, c'est beaucoup les erreurs de Staline, en fait. Tchécoslovaquie et Berlin. Là, ça se passe sous leurs yeux, mais de la meilleure manière possible. C'est-à-dire que c'est une implosion. Mais alors, avant de revenir là-dessus et sur l'équation, disons, mondiale du point de vue de la Russie, en tout cas vue de Moscou, sur l'opération militaire spéciale. Donc ils se sont sentis plus ou moins contraints de la déclencher. Ça a merdé pour plein de raisons sur lesquelles on reviendra, mais qui viennent notamment de leur manière de penser la guerre, ce que vous avez appelé le contournement de la lutte armée depuis 30-40 ans, quoi. Ça a merdé. Mais là, on est dans une phase où, militairement, en tout cas vu d'Occident, ça fait 1 an, 2 ans, depuis en gros l'offensive ratée ukrainienne, on les voit grignoter. Territorialement, c'est assez incontestable. Vu de Moscou, est-ce qu'ils voient la même chose, du genre là on est bon et plus ça dure, plus on est bon, ou est-ce qu'ils ont conscience aussi que les rapports de force et mouvements, les capacités de production industrielle, les stocks matériels, c'est des courbes qui peuvent aussi se recroiser à un moment. Voilà, où ils en sont en ce moment dans l'appréciation de la phase dans laquelle on est. Alors, je disais que pendant longtemps, ils ont dit cette guerre doit se terminer au plus vite. Il faut qu'on accomplisse nos objectifs, qu'on atteigne nos objectifs au plus vite. Car, en fait, si l'Occident collectif se réveille vraiment et qu'il met toute son industrie de défense au service de l'Ukraine, on est mort. C'est quand même l'idée de fond. Enfin, il nous reste la dissuasion nucléaire, quoi. Mais bon, l'idée, c'est pas d'en arriver à là.
Car en effet, on l'oublie souvent, mais les Russes ne sont pas fous ni suicidaires. Enfin, je veux dire, vous avez beaucoup travaillé depuis quelque temps sur la pensée de la dissuasion nucléaire russe. Vous avez publié un très grand article dans Champ de Mars récemment là-dessus. Bon, ils agitent beaucoup et parce que c'est devenu leur outil, notamment depuis la chute du mur de Berlin. Mais rappelons qu'ils ne sont pas suicidaires et ils n'ont pas envie d'une guerre nucléaire non plus, pas plus que nous. Bah exactement. Ne serait-ce que pour d'ailleurs des raisons personnelles de Poutine. Poutine n'est pas, voilà, ça reste quelqu'un qui veut vivre, j'imagine, je suppose. Bon, ne serait-ce que pour ça. Mais d'abord et avant tout parce que tout simplement, il n'y a aucune menace sérieuse pour l'instant à ce stade contre la Russie qui justifierait un emploi de l'arme atomique, même démonstratif, même limité. Et alors maintenant que ces 2 ans sont passés et qu'on voit que l'Occident se désintègre, bon déjà faut rappeler quelque chose aux Européens. Moscou méprise l'Europe. Faut vraiment qu'ils comprennent ça, c'est-à-dire qu'ils pensent que l'Europe, là je paraphrase, a perdu sa subjectivité politique depuis très longtemps. Ils les prennent pour les vassaux des Américains. À tort ou à raison, peu importe, c'est leur vision. Et ils pensent qu'ils ne feront rien tout seuls. Ils ont perdu toute envie de survivre, toute envie de vivre et toute envie de se battre. Le seul objectif de Moscou pendant ces dernières années, c'était isoler l'Ukraine des États-Unis. Isoler l'Ukraine de l'Occident, c'est-à-dire des États-Unis en gros. Ça, c'était l'objectif. À minima, si le Kremlin peut obtenir de ces négociations avec Trump et le reste, l'arrêt des aides occidentales à l'Ukraine, donc américaine en partie, évidemment, l'aide européenne est énorme, elle est même plus importante que l'aide américaine si on regarde tous les types d'aides, mais l'aide militaire américaine était supérieure. Donc si on arrête ça, et puis sur des segments importants, donc si on arrête ça, s'ils arrêtent ça, bon bah oui, avec le temps on va grignoter, on va y arriver, le front va peut-être pas s'effondrer, mais en fait on va y arriver, et puis Zelensky va être pris dans des difficultés politiques internes, etc. Eux, ils ne comptent pas, ils n'ont pas déjà les mêmes contraintes matérielles que l'Ukraine. Leurs alliés, les ont bien servis pour l'instant, leurs alliés ou partenariats renforcés, Iran, Chine, Corée du Nord, pour l'instant, ils sont serviables avec la Russie, faut le reconnaître. Ils donnent pas des trucs de très très grande qualité, mais ils en donnent en quantité d'une manière dont la Russie peut s'en servir. Ouais, exactement. On pense au Shahed, on pense même au Fateh, on pense surtout aux munitions nord-coréennes. Voilà, c'est des millions de munitions qui ont été données. Et puis des hommes. En fait, on a vu, la Russie, elle a carrément embauché des soldats nord-coréens, et sûrement parmi les meilleurs d'ailleurs. Bon, ça s'est pas très bien fini pour eux visiblement parce qu'ils sont retournés en Corée du Nord pour voilà, parce que ils avaient été probablement largement décimés. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on est à un moment où ils sont en passe d'atteindre leurs objectifs au-delà de l'Ukraine. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que là, en Ukraine, ils n'ont jamais pensé à atteindre au minimum moins que la vassalisation de l'Ukraine. Ça, c'est même pas pensable. Donc de toute façon, il fallait que la guerre continue jusqu'à ce que l'Ukraine soit finlandisée ou au moins, voire vassalisée. Exactement. Donc en fait, voilà l'équation. Si l'Occident continue à aider l'Ukraine, eh bien, il continue à aider l'Ukraine. La Russie va, elle, continuer à monter dans l'escalade. Elle va continuer à mobiliser son économie pour l'effort de guerre, exactement ce qu'elle fait. Elle n'a pas prévu de revoir ses budgets parce que Trump était arrivé. Elle a augmenté ses budgets de défense sérieusement et elle continuera à le faire tant qu'elle n'aura pas atteint ses objectifs en Ukraine. Si l'Occident, par inconscience et par choix politique personnel et par influence aussi de la propagande russe, décide de ne plus aider l'Ukraine, c'est très bien pour elle, tant mieux pour la Russie. Mais la Russie, elle ne va pas s'arrêter parce que Donald Trump a demandé de faire un cessez-le-feu. C'est ça le sujet. Parce qu'ils sont confiants, quoi qu'il arrive, sur leur capacité. Alors, on peut dire... C'est des projections qu'on a faites un peu beaucoup ces derniers jours, ces dernières semaines, sur l'état réel de l'économie russe, sur l'état aussi des stocks russes. D'une manière générale, ça fait assez longtemps qu'on dit que 2025, ça allait mal se passer pour l'Ukraine pour des raisons de stock militaire, mais que, une fois 2025 passé, il y avait moyen que la Russie touche elle-même certaines limites et que toucherait pas forcément, en tout cas, les alliés de l'Ukraine. Les Russes, ça les affole pas plus que ça. Non, ça ne les affole pas plus que ça, mais je vais même dire pire. Ça leur est équilatéral. Les problèmes économiques, c'est pas le problème de Poutine. Poutine, il n'est pas allé en Ukraine pour augmenter son PIB, pour avoir 4 régions et augmenter sa production et son PIB. Il est allé en Ukraine pour soumettre une nation insolente qui ose vouloir choisir son destin. Et surtout, un destin occidental, ce qui est scandaleux. Et puis une démocratie aussi, ce qu'il trouve par-dessus tout scandaleux. Et c'est pas pour rien que la Géorgie et l'Ukraine sont les 2 pays
que la Russie a essayé de châtier, là je reprends ces mots honteux, mais parce que ces pays ont voulu s'orienter vers des régimes démocratiques. Donc non, on pense que effectivement 2026, 2027, bon, parce que Poutine essaye de maintenir des équilibres partout, un équilibre macroéconomique, de limiter l'inflation quand même, et de maintenir des dépenses de défense astronomiques. Il y a un moment où voilà, mais il va pas y avoir d'effondrement, ça va être plus difficile, mais encore une fois, pour Poutine, ce qui est plus important, c'est l'influence. L'influence, la domination politique. L'économie est au service de ça. Si l'économie doit prendre un coup, elle en prendra un coup. C'est pas son problème, en fait. Et est-ce que ça vous paraît un truc qui est définitif, en quelque sorte, cette réorientation ? Je pense qu'il y a un article de Céline Maranger dans Le Grand Continent qui est paru il y a une semaine à peu près, où en gros, l'argument, je le résume, c'est un article très long, mais c'est que l'état de guerre est un état... Enfin, il y a un effet cliquet, quoi. La société et l'économie russe se sont organisées pour faire la guerre, et s'il n'y a plus l'Ukraine... Pour autant, on ne va pas revenir à un état pré-2022. C'est, disons, la société russe, la Russie s'est mise en ordre de marche pour faire la guerre à l'Ukraine, à qui après, parce que ça devient structurel maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez, disons, de cette réflexion-là, quoi ? Moi, je pense que c'est difficile de se projeter, de tirer de ce genre de situation des grandes lois d'airain pour les 10-20 prochaines années. Je pense que tout dépendra de la capacité des Européens et des pays européens, de l'Occident, à se renforcer. La Russie, qu'importe l'état de sa société en guerre, etc., si l'Occident est fort, elle hésitera à attaquer. C'est ça le sujet. Donc oui, effectivement, elle est tournée, mais vous savez, c'est pas parce qu'elle a tourné sa société vers la guerre qu'avant elle était pacifique. Les desseins du Kremlin sont grands pour l'Europe et ils sont néfastes pour nous en réalité. Et cette posture impérialiste, offensive, proactive, ils la tiennent depuis très longtemps. Mais même sous Yeltsin, faut se rappeler de ce que les officiels russes racontaient sur les pays baltes, sur la Pologne, sur la Hongrie, ces colonies insolentes qui osaient maintenant se défaire de la Russie, alors que la Russie s'est saignée aux 4 veines, faut rappeler, selon eux, pour ces pays-là. Donc non, ça a toujours existé. La différence, c'est que Poutine, lui, a trouvé les moyens de mettre en œuvre cette frustration, enfin de répondre à cette frustration forte. Il faut rappeler 2 choses. L'entretien, les archives sont sorties, je crois qu'elles sont sur le centre Clinton, sur Internet, on peut les trouver, d'une conversation entre Bill Clinton, président des États-Unis, et Boris Yeltsin en 99, sommet de l'OTAN à Istanbul. Bill, donnez-nous l'Europe. Vous n'avez rien à faire en Europe, prenez le monde entier si vous voulez. Nous, l'Europe, quand même, voilà. On peut assurer la sécurité de l'Europe. Bon, Bill Clinton lui avait répondu qu'il n'était pas sûr que les Européens soient vraiment enjoués et très contents avec cette situation, et serait très content avec cette situation. Et en fait, ce qui devait paraître comme légèrement hors sujet. Oui, et je crois même qu'il a rigolé en fait, Clinton à l'époque. Donc, mais Yeltsin ne rigolait pas, c'est ça qu'il faut comprendre. Et que s'est-il passé 19 ans plus tard ? On avait Vladimir Poutine, c'était plus Yeltsin, on avait Vladimir Poutine. Donc Yeltsin, l'ami de l'Occident, c'est ce qu'on disait à l'époque. Et puis Vladimir Poutine, qui là, est dans un sommet avec Emmanuel Macron, 2018. Et Emmanuel Macron rappelle les enjeux de sécurité européens. Et il dit, vous savez, le grand dessein de Macron à l'époque, c'était de renforcer l'autonomie stratégique européenne et de rendre l'Europe encore plus souveraine en intégrant la Russie. Mais il pensait même pire, il pensait que ça ne passerait que par ça. Enfin, que ça passerait essentiellement par ça. Et bien sûr, évidemment, Macron disait, il faut quand même garder nos partenariats de sécurité avec les États-Unis. Donc il voulait faire une sorte d'une posture d'équilibriste. Bon, voilà, mais... Que lui répond Poutine ? Bon, il enlève son oreillette, il dit « Mais Emmanuel, il ne faut pas avoir peur. Nous pouvons assurer votre sécurité. Nous pouvons assurer la sécurité de l'Europe. » Et sous-entendu, arrêtez de nous parler des États-Unis. Nous, on veut les remplacer, en gros. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit que la Russie... Quand on explique que la Russie est allée en Ukraine ou comment dire, essaye de pratique du terrorisme en Europe ou ailleurs, ou des campagnes informationnelles psychologico-informationnelles comme ils disent eux, eh bien c'est juste pour se défendre de l'Occident ou parce que ils voulaient défendre les russophones. Non, évidemment que non. Il faut rappeler toujours ça. C'est les fameux mythes des relations russo-occidentales. Je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus, précisément sur identifier ces mythes précisément et les démonter. Je pense qu'il y en a une petite quinzaine qui sont structurants, et même chez des gens de bonne foi, et même chez des élites haut placées. Mais regardez Macron. Trump répète les erreurs de Macron.
Attendez, on va revenir là-dessus dans Oui. une seconde, mais parce que Macron, c'est aussi intéressant de voir comment son entourage et ses conseillers justement ont évolué là-dessus, truc que vous retracez très bien dans une note il y a à peu près un an, un peu moins d'un an, sur le site de l'IFRI. Mais justement, donc là on a la grosse équation stratégique russe, à la fois de maintenant et puis disons le logiciel plus profond. Maintenant, si on envisage la perspective qui est notre perspective actuelle, c'est négocier, enfin la nôtre, celle de Jean en tout cas, de négocier avec Vladimir Poutine. Il n'est pas intéressant de prendre un peu de profondeur historique et de s'interroger sur ceux qui ont essayé. Donc il y a, on reviendra sur Emmanuel Macron, mais un premier, c'est pas le premier, mais c'est Obama. Obama 2009, juste après son élection, c'est la politique du reset. Donc on repart à zéro, etc. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette séquence-là, de comment ça s'est passé dans les négociations réellement, et des leçons qu'on en a tirées ou qu'on aurait pu en tirer sur la manière de la Russie d'engager et de négocier sur la scène internationale? Alors, vous savez, souvent, on dit que l'Occident a fait beaucoup d'erreurs avec la Russie. Certains beaucoup qui prétendent ça, le prétendent parce qu'ils estiment qu'on a été injuste avec la Russie. Moi, je crois qu'on a été très complaisant avec la Russie. Encore un mythe de ces relations. En fait, ce qui se passe, c'est que quand il fait le reset, et non pas le grand reset, comme on peut le lire. Hein, c'est un truc de complotiste. Voilà, c'est un truc de complotiste. Et Dugin, quand Trump a été élu, il a annoncé la fin du grand reset. Mais ce qui est sûr, c'est que quand Obama fait cette politique de remise à zéro en fait, des relations russo-américaines, il déchante très vite. Parce que quand il arrive à Moscou, il veut rencontrer la personne qui décide. C'est quand ils lui disent la personne qui décide, c'est pas Medvedev, c'est Vladimir Poutine. Le Premier ministre, pardon. Donc il rencontre Vladimir Poutine et alors, il raconte dans ses mémoires, Obama, cette première rencontre avec Vladimir Poutine. Et en fait, c'est triste que les dirigeants européens n'aient pas tiré des leçons eux-mêmes. Ils ne devraient pas avoir besoin qu'Obama leur raconte. Ils devraient avoir besoin juste de lire le livre, d'en parler avec lui, et même eux de tirer des leçons de ce qu'ils ont vécu. Sarkozy a vécu un truc similaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Poutine est arrivé dans le rendez-vous. Obama est arrivé avec plein de bonnes intentions. Ils se sont assis. Et là, pendant 45 minutes, Poutine a fait un exposé à Obama. Est-ce que vous vous souvenez de l'interview avec Tucker Carlson ? Où Poutine délire sur les enjeux historiques pour lui en Europe orientale. D'ailleurs, c'est bien au-delà de l'Ukraine, on le comprend bien. Ça ressemble un peu à sa mauvaise disserte de l'été 2022. Exact. 2021, ouais, c'est ça, 2021, juillet 2021, voilà, sa mauvaise disserte sur l'Ukraine. Un truc de... Mais on en a parlé, je crois, déjà dans la première émission, mais truc de mauvais étudiants, enfin, une disserte de personnes qui ne fait pas de disserte, ou en tout cas qui ne fait jamais corriger ses dissertes par un prof. C'est-à-dire voilà, on a des théories à droite à gauche que grand-papa a dit, qu'on a lu dans un mauvais bouquin, etc. Et du coup, on fait un globi-boulga et on expose la grande vision de la géostratégie historique du continent européen, quoi. Ouais, totalement, c'est ça. Et en même temps, voilà, les élites russes, et encore plus ces élites militaro-politiques qui sont au pouvoir, elles ont pas leur rapport aux sciences sociales et aux sciences humaines est faible. Hein. Ce sont des sciences immatures en Russie. Hein, en réalité, elles ont été tellement écrasées par le marxisme-léninisme et donc et toutes ces pseudo-sciences. Donc en gros, oui. Quand il arrive, il fait cet exposé délirant sur l'histoire. Oui, il dit Obama, oui, vous avez envahi l'Irak, c'était scandaleux, vous avez envahi l'Afghanistan, etc. Et Obama lui rappelle dans le rendez-vous, il l'écrit, il dit mais moi je lui ai dit que j'étais pas président en fait à ce moment-là et que je m'y étais même opposé à l'époque. Et Poutine, pour lui, ça n'a aucun intérêt, ce genre de précision. Ce qui compte, c'est que il représente une sorte d'establishment. L'idée du deep state, tous ces trucs débiles que raconte aujourd'hui l'administration Trump, enfin aujourd'hui, ça fait longtemps qu'il la raconte, et les partisans de Trump, mais tout ça, je dirais pas que c'est né en Russie, mais la Russie pense ça depuis très longtemps, qu'il y a une sorte d'élite, parfois apatride, parfois une force oligarchique qui a un peu mis la main sur les États-Unis et qui décide de s'en servir comme d'un jouet destructeur, et etc. Donc en fait, il est persuadé. Poutine, ce qui est débile, c'est pas de dire qu'il y a des élites administratives qui ont des tendances oligarchiques, parce que ça c'est vrai dans tout. Enfin, bon, la Russie serait d'ailleurs mal avisée de faire des leçons là-dessus. L'idée, c'est de penser qu'ils ont un grand plan. Exactement. C'est la vision complotiste en fait. Ouais, un grand plan coordonné pour l'état du monde dans 5, 10, 15 ans. C'est ça. C'est l'idée. En fait, le deep state, c'est l'idée que tu as une espèce d'élite
qui est là depuis, je sais pas, 120 ans, quoi, 150 ans, qui se relaie et puis qui veut maintenir l'hégémonie mondiale des États-Unis. Ce baratin est entretenu en France et partout en Occident, y compris via des arguments qui peuvent paraître plus subtils. Quand on parle de Brzezinski, quand on dit oui, mais regardez, Brzezinski a prédit. Brzezinski, donc l'ancien conseiller diplomatique du président Carter. Ouais, qui est effectivement. Le Kissinger de Jimmy Carter. Voilà, c'est ça. Et qui effectivement. C'est un peu insultant à plein d'égards de dire ça comme ça, mais ça marche. Mais en tout cas, qui a eu une influence, une forme d'influence, c'est vrai. Mais il a écrit des livres, notamment Le Grand Échiquier, etc. Mais en Occident, on se réfère à lui comme si c'était le grand artisan de la politique américaine. Mais même aujourd'hui, hein, il serait mort dans 50 ans, on dirait que c'est encore lui qui dirige les États-Unis. Et nous, on proroge en fait ces croyances absurdes qui nient les changements d'administration, les changements de croyances, les changements de cadre cognitif. Et d'ailleurs, les Russes ont été bien embarrassés par Trump, qui en fait apparaît comme une anomalie dans leur théorie bidon. L'idée selon laquelle les États-Unis ne changeront jamais parce qu'ils sont dirigés par ce deep state. Parce que oui, c'est ça qui est amusant, c'est que s'il y a bien un mec qui correspond en tout point sociologiquement au plus bidon des bidons du deep state, c'est Donald Trump. Oui. Il n'y a pas plus WASP, vieux old money, élite qui se reproduisent. Enfin, c'est le portrait robot de Donald Trump. Bah oui, totalement. Non, mais totalement, c'est exactement ça. Et en fait, ils l'ont expliqué de plein de manières. Hein. Ils ont trouvé plein de raisons d'expliquer cette anomalie. Et donc, en fait, c'est important de voir que pour eux, les États-Unis, en ce moment, sont en train d'accomplir et d'atteindre leurs objectifs pour eux-mêmes. Si ça se passe comme ça, c'est très bien. Si ça se passe pas comme ça, ils continueront la guerre. Mais juste pour revenir, donc Obama, il prend la sauce en arrivant à Moscou. Mais comme effectivement ça a été raconté, Sarkozy a pris la sauce, c'est la fameuse conférence de presse où il a l'air complètement bourré, mais où en fait il semblerait que non, que c'est juste qu'il a pris il aurait été sonné, ouais. Il a pris la tempête Poutine de face. Et il est sonné moralement et émotionnellement. Il y a le fameux épisode d'Angela Merkel, où je sais plus où c'est, mais elle arrive à un rendez-vous avec Poutine, elle est phobique des chiens, il arrive avec ses 2 molosses. Mais il avait même fait, l'année précédente à Merkel, il lui avait offert une peluche de chien avec un... Parce qu'il avait dit, après cet épisode où il a amené son chien, il avait dit, mais moi je savais pas qu'elle était phobique des chiens. Et en fait, l'année précédente, il lui avait envoyé une peluche de chien avec marqué « Celui-ci ne mord pas ». Donc il savait très bien, effectivement. Et il a ce rapport très mafieux, en fait. Hein. Comme on dit, pour lui, je cite Françoise Thom, qui a souvent raison sur la Russie, parce que c'est une grande historienne de la Russie. Elle dit, pour Poutine, la diplomatie, c'est une somme d'opérations spéciales. Elle a raison, c'est le cas. Voilà. Mais donc, ça a un peu enfin, le reset n'a pas reseté très longtemps, quoi, avec Obama. Et puis après, à partir de 2014, évidemment, ça n'a plus rien reseté du tout. Hein. Bon, on pourrait parler de François Hollande, mais bon, je ne sais pas si le dossier est si épais que ça sur le sujet. Mais ensuite, il y a le cas d'Emmanuel Macron, que vous avez donc étudié en détail dans une note il y a à peu près 1 an. Et vous analysez, il y a un 180 degrés complet qui a lieu globalement à partir... D'ailleurs, c'est intéressant, pas en février 2022. Ça a lieu en janvier. Et d'ailleurs, ça nous est beaucoup reproché par les partenaires d'Europe de l'Est. En mode, donc vous l'avez bien dit, que Emmanuel Macron a mis du temps un peu à percuter. En tout cas, dans la diplomatie et dans les gestes diplomatiques qu'il a fait, le tournant, il est plutôt début 2023, voire 2024 définitif. Voilà. En gros, pourquoi ça a tourné et qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on aurait pu apprendre, pareil, de cette phase-là, dans les négociations, les engagements avec Vladimir Poutine? Alors, en fait, d'abord, je rappellerai quand même que François Hollande, il arrive à un moment où les relations russo-occidentales, russo-françaises, en 2012, en fait, se banalisent. Avant, c'est un peu une relation spéciale, France-Russie. Je rappelle aux auditeurs que à chaque fois que la France est alliée avec la Russie, ça s'est très mal fini pour elle. Hein. La Russie a trahi à plusieurs reprises. Je vais pas toutes les faire, mais c'est important quand même. Guerre de 7 ans, guerre de la Révolution et de l'Empire, évidemment. Première guerre mondiale, Brest-Litovsk, et Seconde guerre mondiale. Donc en fait, voilà, il faut bien voir que cette relation, elle est beaucoup fantasmée par la France. Hein. C'est vraiment ça. Comme la relation avec l'Allemagne d'ailleurs, du côté français. Mais on fantasme beaucoup ces relations-là. François Hollande, lui, a été plutôt cohérent
C'est-à-dire qu'il a été plutôt courageux, je dirais même. Franchement, j'utilise le terme, face à Moscou. Je pense qu'il goûtait peu ces lubies pro-russes un peu romantiques françaises, que Chirac et Sarkozy ont pu partager. Même si, en fait, le découplage, en tout cas, pas le découplage, mais la banalisation de la relation, ça amorce quand même un peu sous Sarkozy. Mais avec Macron, il y a une forme, mais comme chez Trump, il y a une forme de « oui, mais moi, je suis moi, quand même ». Avec les autres, ça marche pas parce qu'ils sont eux. Mais moi, je suis moi. Moi, je suis supérieur. Je suis plus intelligent que tout le monde et je raisonne plus vite que tout le monde. Les autres me suivent pas. Poutine, lui, il va comprendre. Voilà, je vais établir une forme de relation personnelle avec lui. Finalement, les autres, ils sont sûrement mal pris, etc. Et je comprends. On comprend ça. On comprend cette volonté d'instaurer un dialogue personnel. Le problème, c'est de s'y être maintenu aussi longtemps, d'avoir cru aussi longtemps que c'était le cas. Alors, en même temps, il ne faut pas caricaturer la position de Macron, parce que Macron, il a pris des positions dures et fermes contre la Russie dès le début. 2017, il dit ouvertement en conférence de presse devant Poutine, il dénonce les actions d'ingérence russe, clairement. Donc il est très clair. Il y a à la fois le dialogue de Trianon, coopération culturelle, etc. Et en même temps, il y a maintien des sanctions. Donc Macron a su tenir un équilibre qui était positif, à mon sens, pour la France et pour l'Europe. Le problème, c'est que Emmanuel Macron a cru, et je pense que c'est le principal problème de sa politique russe, c'est qu'il a cru réellement que la Russie pourrait servir, d'un point de vue géopolitique, à rendre l'Europe plus autonome et plus souveraine vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis de la Chine. Voilà. Il a voulu faire ce que Trump essaye probablement de faire, c'est-à-dire de découpler Russie-Chine, c'est-à-dire d'essayer de parler avec les deux au moins, et en fait Macron a voulu faire ça pour contenir Chine et États-Unis, et je crois que c'était une grave erreur. Voilà. Et comme vous le disiez, il n'a pas changé fondamentalement d'avis, en tout cas de posture, le 24 février. On rappelle, décembre 2022, il ne faut pas humilier la Russie. C'est un niveau de... Mais avec une croyance on peut discuter avec Vladimir Poutine. C'est ça qui est intéressant, c'est que effectivement Trump a exactement la même en ce moment, mais c'est cette idée que quand on parle, on se comprend, on s'écoute, etc. Et que y a moyen. Et c'est un peu pour ça que je voulais faire ce retour en arrière, c'est qu'on a un peu l'impression que en fait à chaque fois tout le monde percute un peu tard qu'en fait Poutine il peut être très sympa, j'en sais rien, mais ou pas, mais que dans le fond il change jamais. Ouais, mais parce que la différence entre Poutine, Macron et Trump, c'est que chez Poutine c'est très clair. C'est très clair ce qu'il veut. Il y a personne qui vient contester ce qu'il raconte. Il y a pas d'électeurs qui viennent contester sa légitimité de son mandat ou en tout cas son effectivité. Il y a pas de souci. Là, en fait, la politique russe est très cohérente. En tout cas, elle est constante. Elle est constante et c'est sa force. Voilà, c'est sa force. Donc, effectivement, les dirigeants occidentaux répètent cette erreur. Ils répètent cette erreur de croire qu'en fait, Poutine, avant, on a été méchant avec lui, on s'y est mal pris. C'est ce que raconte Trump pendant toute la conférence de presse. Quelle est, en gros, l'idée de Trump ? Mais Keith Kellogg écrivait ça, l'envoyé spécial de la Maison-Blanche pour l'Ukraine et la Russie. Il racontait les mêmes bêtises. C'est toujours les mêmes âneries qui sont sorties. Qu'est-ce qu'il écrit, Keith Kellogg, en avril 2024 ? Je sais que la Russie n'est pas un acteur très facile à gérer. C'est vrai. Mais Trump, c'est Trump. Faut pas rigoler quand même. Attention. Mais alors justement, c'est intéressant parce que si on reprend avant l'élection, il y avait quand même eu un premier mandat de Trump et qui est une pièce à verser au dossier quand même. C'est-à-dire, et c'est un truc qui est beaucoup raconté par les Trumpiens, Trump a fait énormément pour affaiblir la Russie pendant son premier mandat, notamment à travers le fait qu'il a un peu boosté la production pétrolière aux États-Unis et que ça a affaibli les marges de manœuvre de la Russie. Qu'est-ce qu'on peut dire, disons, de cette relation Trump-Poutine pendant le premier mandat et de ce qu'on a pu en voir au-delà de ce fait qui répond peut-être plus de la géoéconomie que de la pensée stratégique trumpienne à ce moment-là. C'est-à-dire comment ça s'est passé dans le premier mandat de Trump ? En gros, Trump a été... faut se rappeler que Trump a été accusé d'être un agent, ou en tout cas d'avoir été en collusion directe avec la Russie.
et plus clairement avec les services secrets russes, etc. Très vite, très très vite. Ça, c'est les trucs sur l'ingérence, Voilà. le rapport Mueller, etc. Voilà, exactement. Moi, mon avis, mais parce que c'est le consensus pour l'instant, c'est que Trump n'est pas un agent russe. Voilà, c'est tout. Son équipe a pu être influencée ou avoir des relations très claires avec la Russie, lui-même d'ailleurs, avec des personnes haut placées en Russie, mais ce n'est pas un agent russe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Basons-nous sur la réalité. Trump a fait passer les sanctions les plus dures à l'époque, donc on est en 2018, les sanctions financières les plus dures contre la Russie. Ce n'était pas un cadeau à Moscou. Deuxièmement, il a livré des armes comme les javelins qui ont été importants. Et ça, d'ailleurs, il a raison dans la conférence de presse. Il le rappelle quand même, parce qu'à un moment, Volodymyr Zelensky dit oui, on est seul depuis le début. C'est vrai d'une certaine façon, mais bon, voilà, les États-Unis ont beaucoup aidé et l'Europe a beaucoup aidé. Bien sûr, c'est pas ce que voulait dire Zelensky, mais il a quand même rappelé ça à Trump et il a eu raison de le rappeler. C'est vrai que les javelins ont été livrés et qu'il n'a pas fait de cadeau spécialement à la Russie en fait pendant le premier mandat. Donc effectivement, on se dit mais il y a un paradoxe. Il a fait tout ça pour se distancier et pour pas avoir l'air donc de l'homme de Moscou qu'il était présenté à cette époque-là comme étant. C'est, à mon avis, une des raisons probables. Voilà. Une des raisons probables, c'est que il était question quand même pour lui de se faire élire, il était question de se distancer de cette accusation qui lui traînait. Voilà, il répète à plusieurs reprises, là on voit, pas que seulement dans la conférence de presse, mais avant il dit mais je ne suis pas, en fait je suis pas un asset russe quoi. C'est ce qu'il dit. Arrêtez de croire que je suis aligné sur Poutine, je suis aligné sur tout le monde. Je suis entre vous deux. Mais c'est intéressant parce que, bon, par ailleurs, on pourrait reprendre le dossier du rapport Mueller. Effectivement, de 2016 à 2018, on a évolué dans ce truc-là de les Russes ont fait élire Donald Trump, ce qui, aujourd'hui, montre... Alors après, c'est assez cohérent, on y reviendra peut-être avec la manière de faire des Russes, de contourner, etc., d'obtenir des effets sans recourir à la guerre. Mais c'est quand même une très mauvaise compréhension de ce que sont les ingérences, notamment électorales. Et le rapport Mueller l'a montré. Oui, il y a eu des ingérences évidemment russes. Ensuite, quelle différence ça fait ? Un pouillème de quelque chose, ça pourrait faire quelque chose. En l'occurrence, ça n'a pas fait grand-chose. Et il est assez vraisemblable, en tout cas, le rapport, ça a été quand même une grosse commission d'enquête, qu'il n'y avait pas de coordination entre l'équipe Trump et les Russes. Donc, mais cela dit, ça a quand même été la principale épine dans le pied de Trump pendant ses premières années de mandat. Donc il fallait bien qu'il fasse quelque chose pour s'en distancier d'une certaine manière. Ouais, exactement. Non mais t'as tout dit. En fait, il y avait des contacts, il y avait même probablement des collusions, même pas probablement, sûrement des collusions intellectuelles, idéologiques, une vision géopolitique qui pouvait coïncider, une volonté de partenariat. Ok, mais de là à dire qu'il répondait, mais c'est faux. La réalité l'a montré en fait. Voilà, les sanctions les plus dures, les livraisons d'armes, et puis la Syrie. Souvenez-vous de la Syrie. Il n'a pas hésité, Trump, à bombarder l'allié, ou plutôt le protectorat russe. Voilà, il n'y a pas eu de. Et c'est peut-être l'occasion, puisque vous l'avez mentionné, de faire un sort à cette idée de Trump, agent russe, agent du KGB, etc. C'est un truc qui vient, notamment en France, qui se polarise autour du bouquin de Régis Janté sur les relations entre Trump et Moscou. Alors il faut voir que ce n'est pas ce qu'écrit Régis Janté, il ne dit pas que Trump est un agent du KGB. Oui, il faut rappeler ça quand même, parce que beaucoup se basent sur le livre de Régis Janté, ou même de son prédécesseur. Quelqu'un avait écrit un livre, un Américain là-dessus, en 2022. C'est pas ce qui est dit par Régis Janté. Non, par contre, il y a des liens, il y a des photos célèbres qui ressortent beaucoup ces derniers jours de la visite de Trump sur la place Rouge en juillet 87. Bon, c'était déjà dans la période de la perestroïka, c'était déjà dans une période, et puis c'est pas le seul homme d'affaires occidental à avoir essayé d'aller faire du pognon en Russie autour de la chute de l'URSS. Mais en tout cas, ce que dit Régis Janté, c'est que globalement, il y a une sympathie et que peut-être que les services russes ont décidé de le cultiver, de créer une bonne relation. Il n'a pas une fiche de paye du KGB. Non, il n'a pas. Enfin, je ne vais dire jamais. Moi, mon avis et l'avis, à mon avis, des gens qui sont sérieux, c'est qu'il n'est pas un agent russe. Effectivement, ce que vous disiez était intéressant. Mais combien d'hommes d'affaires ont profité de la perestroïka en Occident pour faire du business, et puis après, pourquoi pas pour faire plaisir aux Russes, raconter des conneries sur l'OTAN, etc.
petit service rendu en retour, sympathique, voilà, bon, ou pas d'ailleurs. Mais voilà, corrélation n'est pas causalité. Mais c'est un problème fondamental. Alors c'est vrai que ça fait les gros titres, c'est spectaculaire. L'agent Krasnov, hein, c'est tous les délires qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et en même temps, c'est bien entretenu par les Russes. Hein. Kartapalov, qui était avec un général russe qui dirige la commission de défense à la Douma, a mis une photo de Trump habillé en uniforme d'officier russe avec marqué agent Krasnov. Voilà, on l'a recruté. Déjà, il ne peut rien en savoir lui-même déjà. Et voilà, tout ça est pas sérieux. Et puis par ailleurs, faut quand même rappeler un truc élémentaire, c'est que quand on analyse ce genre de situation, il faut bien se rappeler qu'on est dans une période là actuellement de bouleversement très important, où on perd beaucoup de nos repères. Et les études montrent bien que dans ces moments-là, c'est un moment où les théories du complot, même chez des gens instruits, même chez des gens qui ont fait des études, intelligents, tout ce que vous voudrez, se font une place. Voilà, prennent de l'envergure. Parce qu'on est désorienté, que le cerveau a besoin d'explications. Voilà. Et de trouver une cohérence. Mais bon, voilà. Ce que je peux dire tout de suite, la cohérence, comment dire, il n'y a pas besoin d'être un agent du KGB pour être d'accord avec les Russes. C'est le truc de base. Je veux dire, bon. Voilà. Effectivement, c'est tentant parce qu'on en reparlera, je pense, mais il reprend exactement. Oui, il colle tout à fait à la vision rêvée des Russes. Il n'y a pas besoin d'être corrompu pour avoir des convergences idéologiques, y compris avec des gens qui sont des adversaires de votre nation depuis quelques années ou quelques dizaines d'années. Bah ouais, tout simplement. En fait, je crois qu'on pourrait résumer effectivement la chose comme ça. Et puis ajouter, en fait, pour Trump, il trouve un intérêt à bien s'entendre avec la Russie. C'est pas plus compliqué que ça en réalité. Lui, il pense que l'intérêt des États-Unis, c'est une bonne entente avec la Russie. C'est ça sa vision. Dans ce cas-là, beaucoup de gens seraient des agents russes. C'est ça le problème, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça, à mon avis à tort. Hein. Je pense que les États-Unis et l'OTAN et les pays de l'OTAN, c'est pas censé seulement être une alliance basée sur des protections ou une entente, c'est basé sur des valeurs en fait. Hein. C'est ça la grande rupture. Trump se fout bien du droit international et des valeurs, c'est pas son sujet. D'ailleurs, il dit lui-même pendant la conférence, il dit « Je me place entre vous deux ». Comme si en fait il n'y avait pas agresseur, ou que ça comptait pas trop, en fait, c'était pas trop le sujet. Et il dit même, dans la conférence, peut-être qu'on y reviendra plus en détail, mais je dis juste ça, mais il dit même à un moment, on lui parle des garanties de sécurité par rapport au deal qui était censé être signé, il dit, mais je m'inquiète pas de la sécurité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'un deal soit signé. Mais tout est dit. C'est-à-dire que lui, il veut faire la paix. C'est ça son sujet. Il veut faire la paix parce qu'il veut une bonne entente. Nobel. Comment ? Le prix Nobel aussi. Il veut le prix Nobel, enfin il veut en tout cas être sacré faiseur de paix, il veut le prix Nobel, il veut être, il veut un partenariat géopolitique, hein, ce qui est dit Rubio, mais Trump le dit depuis très longtemps, hein, un partenariat géopolitique avec la Russie, et il considère que l'Europe n'est pas un ami. L'Europe, c'est plutôt même un adversaire. Et c'est ce que j'écris dans mon briefing pour l'IFRI, c'est que le scénario catastrophe, mais malheureusement, hein, qui est en train de se produire, j'en suis navré, mais c'est que Washington et Moscou sont en train de se partager l'Ukraine, et sont en train de se partager, et à mon avis, intensifieront cette politique, l'Europe. Ils soutiennent les mêmes partis. Ce qui d'ailleurs pourra créer des problèmes entre eux, hein, entre États-Unis et Russie. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les intérêts et les intentions de Trump sont finalement assez basiques et compréhensibles sans devoir recourir à des fantaisies comme ça, hein, sur Trump agent russe et tutti quanti. Juste, on a raté une case quand même dans tout ça, c'est celle de la présidence Biden et des relations du tandem Poutine-Biden et de ses limites. D'ailleurs, c'est un truc que dit tout à fait J.D. Vance dans la conférence de presse. For 4 years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. C'est l'argument hégémonique hein, dans le camp républicain trumpien, c'est l'idée que Joe Biden a peut-être en apparence fait des choses pour l'Ukraine, mais que dans le fond il n'a pas fait grand-chose. C'est intéressant parce que du coup ça
le problème, c'est que c'est une convergence avec ce que considèrent les Ukrainiens aussi, enfin, et notamment les Ukrainiens que les États-Unis n'ont pas assez aidés. Mais en tout cas, c'est cet argument qui vient aussi d'une fascination du camp MAGA pour l'homme fort, etc. Mais c'est l'idée que jamais Vladimir Poutine n'aurait envahi si ça avait été Donald Trump, parce qu'il aurait eu peur de Donald Trump. Et en tout cas, l'argument que Biden aboyait beaucoup mais mordait assez peu, et que donc il n'y avait pas de levier en quelque sorte, pas de capacité de dissuasion envers Vladimir Poutine. Alors, est-ce que ça vous paraît représenter, disons, ce qu'ont été les relations? Alors après, les relations, elles sont un peu arrêtées en 2022, mais bon, en tout cas, l'équilibre du rapport de force entre président des États-Unis et président de la Fédération de Russie à ce moment-là. Bah déjà, si Biden est un aboyeur, Trump est un super aboyeur, parce que on rappelle que Trump, dans beaucoup de négociations dans lesquelles il s'est engagé, il a perdu ces négociations, ou alors il a prétendu avoir gagné en capitulant sur tous les sujets. Ce qui est sûr, c'est que Biden, comme quoi par exemple l'Afghanistan, on pense à la Corée du Nord, c'est quand même des échecs en fait, surtout pour l'Afghanistan, en particulier pour l'Afghanistan. Ce qui est sûr, c'est que Biden a fait une grave erreur. Sa grave erreur, c'est d'avoir dit qu'il n'enverrait pas de troupes au sol en Ukraine. C'est sa grande erreur. Une erreur historique, probablement. Mais là où Trump... Parce qu'il n'y avait pas besoin de le dire. Il n'y avait pas besoin de le dire. Tout le monde... Personne ne lui demandait d'envoyer une compagnie de GI en première ligne. Même les Ukrainiens ne le demandaient pas, en réalité. Et là où Trump a raison, mais pas pour pas pour les raisons qu'il pense, c'est que oui, la Russie n'aurait peut-être pas envahi s'il y avait eu Trump. Parce que Trump aurait poussé les Ukrainiens à capituler. C'est ça la différence. Parce que c'est pas que Trump est méchant, c'est pas que Trump il est pas gentil, ou que c'est pas quelqu'un de bien, c'est que Trump, il s'en fout de ces histoires. Trump, il veut pouvoir dealer avec la Russie correctement et ne pas devoir gérer une guerre à des milliers de kilomètres de ses frontières et avoir une responsabilité dans ce truc-là. Donc, bien sûr, il aurait capitulé. Oui, tout à fait. Il n'aurait pas envahi l'Ukraine parce que probablement il aurait... Donc il n'y aurait pas eu de guerre, Oui, il n'y aurait pas eu de guerre, ouais. Sûrement pas. Mais en tout cas, il faut se rappeler que pourquoi les Russes envahissent. Alors, vous le rappeliez, ils s'auto-intoxiquent depuis 35 ans avec l'idée que ce que j'ai appelé la théorisation du contournement de la lutte armée, c'est-à-dire que c'est cette dissuasion stratégique qu'ils ont mis en œuvre entre 2021 et 2022. En fait, ils pensaient très probablement qu'elle allait fonctionner avec leur ultimatum. On en revient d'ailleurs à l'ultimatum. Là, le sujet aujourd'hui, c'est l'ultimatum de 2021. Il revient. Donc ça, c'est 2021, donc quelques mois avant. C'est de dire, en gros, un truc hyper maximaliste. En gros, l'OTAN se retire dans les frontières au moment de 97, donc tous les pays du bloc du pacte de Varsovie, ils sont re à nous. Et l'Ukraine vassalisée, etc. Enfin bon, c'est ça, c'est le coup de pression qu'ils ont mis 2 mois avant, et voilà. Ouais. Et pourquoi ils le font ? Pour 2 raisons politiques. Alors d'abord parce qu'ils sont persuadés que l'Ukraine est faible, c'est ça aussi. Mais pour 2 raisons. Ils pensent qu'il y a un kairos en fait. En 2021. Donc le kairos, c'est le moment. Voilà, c'est le moment en grec, c'est les anciens qui le considéraient comme ça. Un moment opportun où il faut agir. Voilà. Et pour 2 raisons. D'abord, ils perçoivent une stratégie ukrainienne de plus en plus offensive et de plus en plus affirmative vers l'OTAN et vers les États-Unis. Et c'est pas faux. Depuis début 2021, eh bien, les Ukrainiens assument beaucoup plus qu'avant, en tout cas Zelensky assume beaucoup plus qu'avant l'orientation atlantiste de l'Ukraine, et ça ne plaît pas aux Russes qui veulent que les Ukrainiens appliquent les accords de Minsk qui étaient en fait un suicide, s'ils les appliquaient pour les Ukrainiens, c'était un suicide lent mais un suicide. Donc voilà, et en même temps les accords de Minsk démilitarisation, enfin bon bref, c'est des trucs sur la ligne de front. En gros, une forme de fédéralisation, d'autonomisation des régions de l'Est qui aurait permis en fait à ces régions de l'Est et donc à la Russie. Il n'y a pas eu de guerre civile en Ukraine, il faut rappeler ça toujours. Il y a eu une guerre civile aux États-Unis en guerre de sécession. Mais là, c'est pas une guerre civile. C'est une guerre fomentée par un État étranger qui a théorisé pendant 25 ans de fomenter ce genre de guerre, ce genre d'action. Donc voilà, ce qui se passe fondamentalement, c'est que à ce moment-là, les Russes pensent à la fois que la Russie que l'Ukraine est de plus en plus désireuse de se séparer et de ne pas appliquer les accords de Minsk et de se rapprocher de l'OTAN. Et en même temps, la débâcle d'Afghanistan, la présence de Joseph Biden à la Maison-Blanche les persuade que l'Occident est faible. Il ne sera jamais aussi faible.
Donc il faut tenter un truc maintenant. Donc d'abord, ça va presque dans l'argument trumpien il y a une faiblesse perçue de Biden. Il y a une faiblesse perçue de Biden. Le problème, c'est que Trump aurait été probablement aussi faible parce qu'il n'était pas désireux d'aller aussi loin. Voilà, c'est simple. Ça, je l'ai écrit dès le 6 novembre quand Trump fanfaronnait et plastronnait sur ce qu'il aurait fait, ce qu'il aurait pu faire. En fait, il y a une asymétrie des enjeux en Ukraine pour ces deux pays. Pour la Russie, c'est jugé existentiel. À tort, mais pour ces élites qui dirigent la Russie, c'est jugé existentiel. Pour les États-Unis, c'est pas existentiel. Mais même pour la France, c'est pas existentiel en réalité. C'est ça toute la complexité. Pour que des enjeux deviennent existentiels pour la France, si on parle de doctrine nucléaire, à part l'invasion du territoire national, je ne vois pas d'autres enjeux, a priori. Donc soit on repense tout, soit on assume certaines réalités, soit voilà. Mais en tout cas, il faut un dialogue honnête, en fait. Il faut une discussion honnête sur tout ça. C'est fou qu'on l'ait que maintenant. Hein. C'est fou qu'on tombe tous des nues. C'est ce on se disait avec Sylvie Berman en off après une interview. On a l'impression que tout le monde tombe des nues, mais Trump a dit il y a 1 an, ceux qui ne payent pas leur facture, je demanderai à Poutine de les attaquer. C'est quand même ça le sujet. Quand il dit oui, l'Ukraine pourrait très bien être russe, ouais, pourquoi pas, hein, c'est pas voilà. Quand il dit que Zelensky est un dictateur, etc. Il n'a pas de parti dans cette histoire. Son seul parti, c'est qu'il veut faire la paix et qu'il veut une bonne entente avec la Russie et que s'il peut se nourrir sur la bête au passage, c'est-à-dire l'Ukraine, il se nourrira sur la bête. Que les élites qui lui permettent de signer un deal et d'exploiter les terres rares soient des élites ukrainiennes indépendantes ou des élites pro-russes ou des élites russes ou des élites conciliantes avec la Russie ou des élites indépendantes et libérales, peu lui importe. Mais c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on a l'impression... Alors, on le sait que c'est du pipeau, The Art of the Deal, etc. Et que ça a toujours été un mauvais homme d'affaires. Mais quand même, c'est ça qui est épatant, c'est cette capacité permanente à perdre tous les leviers de négociation avant de commencer la négociation. Que ce soit Pete Hegseth, quand il raconte ses trucs sur l'Ukraine, avant que ça ait commencé, bon, même si on peut considérer que ça avait commencé déjà en décembre, mais il dit déjà, ça ne nous intéresse pas l'Ukraine, ils ne seront jamais partis de l'OTAN, etc. Là, on a appris à quelques heures, quelques jours que Pete Hegseth avait ordonné d'annuler toutes les opérations cyber contre la Russie. Donc, moi je veux bien, mais c'est-à-dire, même dans la manière dont Trump pense et dont il parle, il dit, oui, mais moi, dans la conférence de presse aussi, il dit, oui, mais moi je peux être plus dur que n'importe quel homme depuis le début de l'humanité, etc. etc. Bon, très bien. Mais s'il pense comme ça, pourquoi est-ce qu'il fait exactement l'inverse, c'est-à-dire il tire l'entièreté de son chargeur dans l'eau avant de commencer le duel au pistolet? Alors, pour une raison simple, à mon avis, c'est que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Trump, depuis le début, il ne veut pas et ne peut pas contraindre Poutine. Il s'est dit, peut-être que je vais faire une première proposition de plan de paix, raisonnable. Donc ça, c'est plus ou moins secret, novembre-décembre, c'est avant l'investiture. C'était pas du tout, c'est totalement illégal de faire ça, soit dit en passant. Oui. Mais ils l'ont fait quand même. Mais voilà, il y a eu en tout cas des discussions et ce qui était prévisible, les Russes ont probablement rigolé quand on leur a parlé, quand ils ont parlé de repousser l'adhésion à l'OTAN de 15 à 20 ans, reconnaissance ou pas reconnaissance d'ailleurs, mais acceptation de facto des annexions et zones démilitarisées par des forces de maintien de la paix, peut-être que cette dernière option n'était même pas avancée par Trump, parce que c'est une idée européenne. Il y a eu évidemment, ils ont repoussé l'offre, parce que c'est pas une offre sérieuse. Tant que dedans, il n'y a pas vassalisation de l'Ukraine, démilitarisation de l'Ukraine, on lève les sanctions, renégociation de l'architecture de sécurité européenne, c'est pas sérieux. Donc, en fait... Et les Russes ne sont visiblement pas sensibles à quand Trump roule les épaules. Non, mais d'ailleurs... Parce qu'ils ne croient pas du tout qu'il va envoyer des armes. Mais oui. Mais en fait, c'est ça le sujet. C'est que Trump... En fait, c'est ce que j'écris dans ce papier. C'est-à-dire que, dès le début, Trump dit « Non, je ne veux pas envoyer d'armes, je ne veux pas envoyer d'hommes, je ne veux plus rien envoyer à l'Ukraine. » Son vice-président, c'est pas son secrétaire adjoint à l'urbanisme, c'est son vice-président qui a déclaré dans une interview en juillet 2024 « Faut que je vous avoue quelque chose, j'en ai rien à foutre de ce qui arrivera à l'Ukraine d'une manière ou d'une autre. » Mais tout est dit. Donc, eux, ils ont essayé
de proposer un truc. Voilà. Ils se sont dit, bon, on va essayer de proposer quelque chose à la Russie, parce qu'ils ont peut-être pensé simplement que le problème de la Russie, c'était vraiment l'OTAN, et ils le pensent d'ailleurs peut-être toujours, que c'est l'OTAN et que c'est machin. Les Russes ont dit non, le problème est bien plus profond. Il y a aussi un problème, je pense, de compréhension des deux parties, des termes. Enfin, Poutine comprend très bien, je pense, Trump. Mais ils utilisent souvent les mêmes mots, à mon avis, pour dire des choses différentes. Par exemple, quand Poutine parle de paix, ils ne veulent pas dire la même chose que Trump. Trump, quand il parle de paix, il parle sûrement de quoi qu'il arrive, mais paix. Si à un moment on n'entend plus de coups de feu, c'est la paix. Ouais, voilà. Alors que pour Poutine, la paix, c'est quand la Russie a des garanties de sécurité. Et qu'est-ce qu'une garantie de sécurité pour la Russie ? En l'occurrence, c'est un régime pro-russe en Ukraine. C'est ça une garantie de sécurité. C'est ça ce qu'il appelle la paix, Poutine. Sans ça, il n'y aura pas de paix pour Poutine. Parce que, voilà, ça, c'est le fond des objectifs russes. Et en fait, Trump s'est fait rejeter en novembre, décembre. Et là, il s'est rendu compte probablement que ça serait plus difficile que ce qu'il croyait. Et que sa personnalité, une belle démonstration que sa personnalité, lui, grand Trump, ça ne fonctionnait pas. C'était pas un argument sérieux. Pourtant, Keith Kellogg l'avait prétendu quelques mois plus tôt. Et donc, en janvier, il faut se souvenir, en janvier, Trump insulte Poutine. Trump dit publiquement Poutine est en train de détruire la Russie, l'économie va pas bien du tout, ça va pas, il faut faire un cessez-le-feu, il faut faire un deal, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On se rappelle que Poutine, en janvier, il fait une démonstration de consolidation de ses alliances. Il signe le gros deal avec l'Iran. Alors, bon, c'est un effet d'annonce beaucoup. Pour l'instant, rien n'est réellement négocié. Mais bon, on l'attendait depuis très longtemps. Enfin, pas moi personnellement, mais en fait, les observateurs l'attendaient depuis longtemps. Il y a un call avec Xi Jinping au moment de l'investiture de Trump. Il réaffirme leur posture, leur partenariat fort. Et la Corée du Nord affirme qu'elle continuera à soutenir militairement la Russie. Et Trump flatte Poutine. Poutine flatte Trump. C'est ça la technique de Poutine, c'est de flatter Trump en ne se déjugeant pas lui-même. C'est-à-dire qu'il dit oui, effectivement, je pense que Trump a raison. S'il avait été au pouvoir, il n'y aurait pas eu de guerre. Oui, parce que je pense que Poutine est persuadé que Trump aurait tout lâché, en fait. C'est ça. C'est ça le sujet. Et après, en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'ils ont un appel sur la demande de Trump, parce que je pense que réellement la partie russe a fait mijoter la partie américaine, en gros, en leur faisant comprendre, on n'a pas besoin de paix, nous. Nous, on n'a pas besoin de votre médiation. Nous, on continue, on fait notre boulot, on fait ce qu'on a à faire. Le seul enjeu pour les Russes. Dans ces trucs-là, c'est le premier qui appelle qui a perdu. Donc, vu que c'est vous qui appelez, vous avez bien. Bah ouais, c'est ça. Et le seul enjeu, en gros, pour Moscou, c'était quand même de maintenir cette réticence d'envoi d'armes à l'Ukraine. En gros, c'était quand même de maintenir dans la partie américaine cette idée centrale qu'il faut arrêter d'aider l'Ukraine. C'était son seul enjeu. Mais elle n'a pas dû beaucoup se donner. Moscou n'a pas dû beaucoup se donner parce que les magas n'arrêtent pas de le dire, ils le veulent. Ils le veulent, voilà, ils veulent arrêter ça. Donc c'est pas un effort surhumain qu'ils ont fait, comme quand Poutine a flatté Trump. C'est pas ça qui est déterminant. Évidemment, s'il l'avait insulté, ça serait mal passé. Mais ce qui est déterminant, c'est que Trump n'en a rien à foutre de l'Ukraine et de l'Europe. C'est ça qui est déterminant. Il veut une bonne entente avec la Russie. Et je finis juste là-dessus. Qu'est-ce qui se passe ? Ils discutent. Et là, Poutine, en entamant ces négociations, a bien fait comprendre à Trump que le sujet, ça dépasse l'Ukraine. Que s'il veut des bonnes relations avec la Russie, il va falloir revoir beaucoup de choses. Malofeyev l'avait dit en début décembre, il avait dit que ça sera un grand deal ou rien. Que Trump ne pense pas qu'on va parler de cessez-le-feu, de soldats sur une ligne de front, c'est pas le sujet. C'est comme les Européens qui se leurrent et ils continuent de se leurrer avec cette histoire de force de maintien de la paix ou de force de garantie de sécurité. Qui serait mise en place après un cessez-le-feu et patronnée quand même par les États-Unis. Il y a tellement d'erreurs dans ce raisonnement, c'est hallucinant. D'abord, il n'y a pas de patronage américain, ils n'ont cessé de le répéter. Cessé. Vous regardez la conférence de presse Zelensky-Trump, pourquoi il y a dispute à la fin ? Parce qu'il y a un contentieux depuis le début entre les deux. Quel est le contentieux ? C'est que Trump a proposé un deal à Zelensky, qui est un deal de pillage de l'Ukraine, que lui-même a appelé un deal de remboursement. Maintenant, les Ukrainiens lui ont dit quand même, une des concessions de Trump, c'est d'arrêter de dire que c'est un deal de remboursement, en gros. C'est de dire, oui, c'est pour le début d'un partenariat futur, etc. Et le contentieux, c'est quoi ? C'est que, et Zelensky l'a très bien dit dès le début, mais il n'y a aucune garantie de sécurité dans ce truc-là. Donc en fait, Alors après, ce qu'on dit aussi, c'est que si on regardait le deal tel qu'il avait été proposé, il y avait non plus aucune garantie de remboursement. Enfin, il y avait, en gros, le truc avait été complètement vidé de son essence, et que c'est pour ça que c'est un peu con que Zelensky
se soit fait embarquer là-dedans. C'est qu'il aurait signé un truc, Trump aurait été content, et en fait, bon, mine de rien, ça a évité la rupture parce que il cédait rien, il gagnait rien, mais il cédait rien. Ouais, et en même temps, moi j'ai envie de dire que ce contentieux est trop... En fait, il y a entre les deux une incompatibilité fondamentale. Trump ne veut pas de garantie de sécurité pour l'Ukraine, de sa part. C'est pas qu'il en veut pas a priori, c'est qu'il en veut pas il veut pas de garantie américaine. Et Zelensky, il trouve qu'il n'a pas de raison de livrer ses ressources à un pays, enfin une partie, à un pays qui ne lui garantit pas sa sécurité. Parce que la différence, je rappelle quand même, entre Zelensky et Trump, c'est que Zelensky, il connaît la Russie. Hein. C'est quand même une différence, non seulement de façon expérientielle, il connaît la Russie parce qu'il a rencontré Poutine, il a dealé, lui, pour de vrai, avec Poutine. Et c'est le début du truc, c'est ce qu'on dit, hein. C'est là que ça a vrillé. Ouais, exactement. Et en fait, quand tu regardes toute la conférence de presse, Zelensky est très patient face à toutes les âneries que raconte Trump quand il dit... Et J.D. Vance, parce que J.D. Vance. À bien des égards, c'est J.D. Vance. Enfin, Trump n'est pas quelqu'un d'un caractère extrêmement fort. Enfin, bref, c'est J.D. Vance qui fait déraper le truc, et ensuite Trump s'engouffre dans le truc un peu comme un petit caïd parce que il a l'impression qu'on a mal parlé à son pote. Mais en vrai, c'est J.D. Vance qui fait vriller le truc. En vrai, quand on regarde quand même J.D. Vance, c'est vrai qu'il répond pas forcément... Enfin, il s'adresse pas à Zelensky quand même. J.D. Vance, il rappelle en gros... Mais il dit le truc, parce qu'il a fini par comprendre qui était son président. Il dit, alors que ça n'a rien à voir avec rien. C'est l'extrait que j'ai passé au début. Il dit, c'est manquer de respect que de venir parler de vrais trucs ici et maintenant. Il le dit texto. C'est manquer de respect que de venir parler de trucs substantiels devant les caméras. Parce qu'on n'est pas là pour ça, on est là pour faire des sourires. Et ensuite, Trump entend « Ah, manque de respect », etc. Donc, ça part en vrille. Mais à la base, c'est ça. Et J.D. Vance, son logiciel est quand même particulier, mais voilà. Alors après, quand on regarde le truc de façon vraiment chronologique, c'est vrai que J.D. Vance, la première fois que J.D. Vance intervient, juste avant qu'il y ait un problème, justement, il dit en gros, oui, c'est vrai que Biden a beaucoup parlé, mais en fait, on n'a rien vu. Enfin voilà, ce qui compte, c'est ce qui fait la grandeur de l'Amérique, c'est une diplomatie, un peu moins de mots, plus d'action. Il pense que parce que quand les États-Unis parlent, ça provoque des choses. Bah non, voilà. Et là, c'est là que Zelensky intervient. Et Zelensky lui dit, et à mon avis, de façon raisonnable, j'ai pas vu d'insultes ou j'ai pas vu de comportement irrespectueux. Moi, j'ai vu un rappel historique important, judicieux pour J.D. Vance. Quelque part, il essayait de faire comprendre à J.D. Vance qu'il se trompait, c'est vrai, il se trompait, mais il l'a fait de manière, à mon avis, courtoise. Et qui se trompait simplement en rappelant, encore une fois, que Poutine a tout à fait l'habitude de ne pas respecter les deals. Voilà. Mais ça, ils ne veulent pas entendre ça, les Américains. En fait, voilà. C'est pour ça que le problème... Je peux dire, on pourrait faire un contre-argument. Un propagandiste russe qui écouterait dirait, vous avez dit vous-même que les Ukrainiens n'ont pas respecté eux-mêmes l'accord de Minsk, et que du coup... personne l'a respecté, parce que le problème de l'accord de Minsk, c'était une question de chronologie, de mise en œuvre de ce qui était prévu. Les Russes voulaient que les accords politiques soient mis en œuvre avant les accords militaires. L'Ukraine voulait l'inverse parce qu'elle avait très bien compris que si on suivait la démarche russe, ce serait en fait des députés à la Rada, le Parlement ukrainien, du Donbass et donc russes, quoi, manipulés par les Russes. Donc elle avait compris que c'était pas la bonne manière de faire et que c'était servir la Russie. Mais le propos dans tout ça, c'est que, et c'est le propos central, encore une fois, c'est là-dessus que ça a dérapé, c'est qu'il y a un problème dans la négociation avec Vladimir Poutine. À moins de se coucher, ce qui est plus ou moins... Mais voilà, mais tout le sujet est là. C'est-à-dire que, en fait, pourquoi Trump s'énerve ? Trump s'énerve parce qu'il a foiré son histoire de deal. C'est ça le sujet. Il n'en a pas grand-chose à faire lui-même, donc ça ne va pas l'empêcher de dormir, d'essayer de contraindre Zelensky à accepter l'inacceptable, et qu'il a essayé un peu de sauver les apparences et en même temps de se rembourser sur l'Ukraine avec ce fameux deal où il n'y a aucune garantie de sécurité. Et d'ailleurs lui-même le dit pendant la conférence de presse, c'est ça qui est extraordinaire. Lui-même dit, il dit voilà, en gros, oui, non mais dans cet accord, écoutez, le deal sur les métaux rares, c'est 95% du boulot. La sécurité, tous ces trucs-là, c'est 2%, ça c'est rien, il suffit, il le dit, il suffit que j'ai... Enfin, en gros, c'est ce qu'il veut dire, des ouvriers qui travaillent sur des chantiers en Ukraine
pour que voilà, les Russes ils me respectent, attention, moi mais comment dire, mon crew sera présent, Poutine me respecte, il attaquera personne de ma famille, en gros c'est ça qu'il veut dire. Mentalité, qui est un peu la mentalité qu'on a depuis longtemps, de chèvre piquet, bah oui, on veut des Américains pas trop loin de la ligne de front parce que ça ferait peur aux Russes. Bah oui, et voilà, et quand Zelensky aussi parle de terminogène, c'est ça qu'il veut dire aussi, Zelensky. En gros, plus vous aurez d'installations et d'hommes, moins les Russes... en tout cas, ça sera une première étape pour dissuader la Russie. Moi, je pense que non. Hein, je le dis tout de suite. Je pense que si la Russie... si ça se passe, la Russie bombardera quand même. Et Trump dira, bon, écoutez, voilà, quand même, c'est pas super, mais voilà. Je pense que... De toute façon, est-ce qu'ils avaient leurs papiers, ces ouvriers, etc. Et puis, le temps que ça se mette en œuvre, tout ça. C'est pas sérieux. En fait, c'est pas des choses sérieuses. C'est pas un accord sérieux. C'est un accord pour pas grand-chose et une dispute sur un accord pour pas grand-chose. Voilà. Mais c'est ce que tu disais. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas vraiment d'enjeu dans cet accord, ni pour l'un, ni pour l'autre, d'ailleurs. Et il y a eu des disputes, pas par rapport à l'accord. Il y a eu des disputes parce qu'ils ne veulent pas les mêmes choses et qu'il y en a un qui est en train de se faire ridiculiser par Poutine et qui s'appelle Donald Trump. Voilà, c'est ça. C'est que... Et du coup, donc, on a cette situation où, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est que Poutine n'a jamais... Enfin, c'est ça qui est intéressant. C'est ça... c'est que, en fait, il n'a jamais eu l'intention de s'arrêter à moins que toute sa liste de courses soit remplie. Et maintenant, ça n'a pas tellement changé. C'est juste qu'il y a une probabilité de plus en plus forte que ces listes de courses soient remplies. Et que une probabilité de plus en plus faible que l'Ukraine inflige, ou l'Occident inflige des dommages inacceptables à la Russie et le pousse à s'arrêter avant ça. Donc voilà. Donc en fait, ces objectifs stratégiques, ils sont à être remplis. Bah, alors après, ça pose la question de... Donc puisqu'il n'y a plus le partenaire américain... quelle est la place des acteurs tiers, spécialement des acteurs, alors c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qui n'ont rien négocié depuis le début, puisque ça a été quand même, ça pour le coup c'est aussi une grande victoire de Vladimir Poutine, on le dit depuis le début, qu'il voulait négocier d'égal à égal avec les États-Unis, alors que c'est deux puissances qui ne sont quand même pas tout à fait égales à tous les points de vue, et que là, il a réussi. Ouais, non, mais il est bien sûr qu'il a réussi ça, et je suis pas sûr qu'il ait fait grand chose pour réussir ça d'ailleurs. Hein. Il a réussi ça, oui, effectivement. Et du coup, quelle est la place de ceux qui sont pas invités à la table et qui, donc nous, Britanniques, etc., enfin l'Europe, disons au sens large, dans cette affaire? Alors, je pense que pour comprendre ça, il faut rappeler les trois grands objectifs de la politique soviétique et russe depuis la création de l'OTAN. Premier objectif, démanteler l'OTAN. Deuxième objectif, déconnecter États-Unis et Europe. Troisième objectif, maîtriser l'espace post-soviétique, évidemment, et étendre son influence en Europe orientale où elle pense avoir des droits historiques à régner. La Russie, elle n'est pas sortie d'Yalta, hein, faut comprendre ça. Donc là, 1 et 2, ça va bien partir. Hein. Ouais. Et en fait, le sujet pour elle, effectivement, c'était de dealer en tête-à-tête avec les États-Unis, parce que selon eux, c'est eux qui décident. Et que c'est le meilleur moyen d'accomplir les objectifs à deux, du coup. Et que, en l'occurrence, avec cette administration, c'est le meilleur moyen d'atteindre les fameux objectifs que j'évoquais. L'Europe, le Kremlin rêve depuis très longtemps, d'être en tête-à-tête avec chaque pays européen sans leur protecteur américain. Ça, elle en rêve parce qu'elle sait que... Pas ensemble et pas avec les Pas ensemble, Union Européenne, voilà, et pas avec les États-Unis. Là, c'est son rêve absolu parce que c'est ce qu'elle faisait, hein, c'est sa grande tradition de politique étrangère. Comme beaucoup de pays qui se sentent assiégés, qui essayent de dealer en bilatéral avec eux. C'était la grande tradition soviétique du début des années 20, avec Tchétchérine et d'autres, où ils dealaient en bilatéral. C'était beaucoup mieux que de dealer en groupe, évidemment. On n'utilise pas les mêmes arguments en fonction de l'interlocuteur. Avec les Français, on va parler de Gaulle et de Chirac, de la culture française, de la cuisine, etc. Avec les Anglais, on va parler d'autres choses. Et ils sont très forts pour ça aussi. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que eux, ils rêvent de se retrouver avec ces pays européens insolents qui comment dire, insultent la Russie depuis des années parce qu'ils sont sous couverture américaine. Ils sont impatients de se retrouver en tête-à-tête avec eux. Voilà, ça, ils savent que ils pensent que sans les Américains, ces pays ne sont rien. Voilà, ils n'ont pas de volonté politique. Ils le pensent réellement. C'est la raison pour laquelle ils soutiennent des partis comme l'AfD, comme d'autres partis en Europe, je pense que le cas du Front National est un peu différent, enfin du Rassemblement National est un peu différent, en tout cas entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, ce qu'il a dit il y a 10-20 ans, ou ce qu'il dit depuis 10-20 ans, et ce qu'il a dit depuis 2022, bref. Je pense que même eux s'y perdent en fait, hein, je pense que
même eux-mêmes ne sont pas au clair avec tout ça. Donc, ce qui est sûr, c'est que la Russie, elle soutient l'implosion de l'Union européenne. Quand elle dit que ça ne la dérange pas que l'Ukraine entre dans l'Union européenne, on rigole. Oui, ça ne la dérange pas qu'elle entre dans un cadavre. Oui, qu'elle entre dans un truc qui n'a pas de sens. Parce que la Russie, elle voit bien que c'est pas un concurrent sérieux pour la Russie, l'Union européenne. C'est pas un acteur géopolitique qui a conscience qui a des intérêts stratégiques existentiels, qui a conscience qu'il faut les défendre, etc. Mais même quand Zelensky insiste sur l'OTAN, pour les garanties de sécurité, il dit mais moi je veux bien démissionner en échange d'une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Mais même ça, honnêtement, je trouve ça obsolète en fait, comme raisonnement. Je trouve ça même étrange de la part de l'Ukraine. Le sujet, c'est plus l'OTAN. Je ne sais même pas pourquoi on parle encore de l'OTAN, à moins que ça soit un OTAN européen, qu'on l'européanise en partie en tout cas. Mais à ce stade, c'est plus l'OTAN. Que feront les Américains si les Baltes sont envahis ? Mais même que ferait la France ? Alors la France, elle a des soldats, donc elle serait obligée de les défendre pardon, et d'assumer ses obligations. Mais les États-Unis aussi, mais on a entendu des choses inquiétantes, conférence de presse là. Quand on lui dit oui, mais si la Russie attaque l'Europe orientale, le flanc oriental de l'OTAN, qu'est-ce qui se passe ? Trump, il dit ouais, moi je m'entends très bien avec la Pologne. La Pologne, elle est super, elle a dépensé beaucoup d'argent pour sa défense, c'est super. Les États baltes, bon, changeons de question. Voilà, ça fait quand même peur, et ça fait peur mais en même temps, c'est pas étonnant, voilà. Donc la question, c'est plus vraiment l'OTAN, à mon sens, c'est la manière dont les Européens vont pouvoir remplacer l'OTAN par autre chose. Voilà. Ou alors transformer l'OTAN. Ou garder les structures, parce que ça fait longtemps que le truc fonctionne et que du coup, il y a des habitudes qui ont été prises. Et puis il y a un coût d'acquisition administratif, etc., à créer un nouveau truc. Et repenser, en fait, l'OTAN, le pilier européen de l'OTAN européen. Donc ça, il faut le repenser clairement. Argument maximaliste qu'on entend de plus en plus, ce serait peut-être pas plus mal qu'ils se barrent, les Américains, parce qu'au moins on pourrait garder la machine et rester entre gens qui sont sérieux pour la mettre en place. Totalement. D'ailleurs, Trump avait déjà menacé de se tirer. Musk a dit il n'y a pas longtemps, oui, c'est une excellente idée, il faut barrer de l'OTAN et même de l'ONU. Enfin bon, il faut se barrer de tout, en fait, à part de leur territoire, évidemment. Donc, mais tout ce qui les contraigne, parce que ça devient une puissance impérialiste, parce qu'on n'a pas parlé de la puissance, de l'évolution de la politique intérieure aux États-Unis, mais c'est très inquiétant, ce qui se passe aux États-Unis. C'est pas seulement une politique impérialiste, ou en tout cas, une politique, moi je dirais, néo-isolationniste, agressive, proactive. Voilà. Et c'est là, on revient au truc, Trump n'a pas besoin d'être... Enfin, il pense comme Poutine. Il n'a pas besoin d'être un agent du KGB. Totalement. De fait, globalement le même rapport aux élections, globalement le même rapport à la liberté de la presse, globalement le même rapport à la diversité des opinions autour de lui. Non mais totalement. C'est juste, là, en l'occurrence, il est dans un pays qui a 250 ans quasiment d'histoire démocratique, donc ça le gêne un peu plus aux entournures que Vladimir Poutine. On ne peut pas dire que la tradition de la démocratie russe soit extrêmement grande à l'échelle du millénaire, quoi. Mais globalement, ils ont le même logiciel, donc c'est très normal qu'ils s'entendent bien. Bah ouais, on en revient sur ce que tu disais. Ouais, bien sûr. On va contraindre les voisins. Le Canada, 51e État, le Mexique. Est-ce qu'on pourrait pas choper le Groenland parce qu'on veut bien s'étendre ? Ils pensent pareil. Ouais. Ils ont des croyances communes, un mode de pensée commun, des cadres cognitifs qui se ressemblent. Oui, totalement. Et puis, une vision de la politique intérieure qui est proche, effectivement. Faut rappeler ce que Trump a dit, mais ça c'est pareil, on pense que Trump est un clown, etc., mais il faut bien qu'on s'accorde sur la signification du mot clown. Il est sérieux dans sa clownerie. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand il dit, il y a un an, je crois, il avait dit... Vous voyez les Nord-Coréens, vous voyez les Chinois, vous voyez les Russes, vous voyez comment ils se comportent avec leur chef ? Moi, je veux que les Américains ils se comportent comme ça avec moi. Là, il répand des trucs sur l'idée selon laquelle il pourrait être une sorte de dictateur, de king, le roi. Ce qui se passe est très grave aux États-Unis. C'est la transformation de ce pays, ce qui devient en fait une sorte de plutocratie autoritaire. C'est ça qui est le sujet. Et d'ailleurs, j'avais lu récemment le livre de Timothy Snyder, De la liberté, et lui, à mon avis, avait une vision... Oui, très intéressant ce bouquin, il essaie de définir la liberté, à mon avis très audacieux, mais il était intéressant. Malgré tout, j'étais en désaccord avec une idée fondamentale qui était celle que les États-Unis étaient dominés par une oligarchie financière de la tech, économique, etc. Moi, je n'ai jamais cru à ça, je trouve que c'est une vision marxisante que la réalité a démenti, en fait, à de nombreuses reprises. Tous ces gens se mettent à plat ventre devant Trump, c'est le politique qui dirige.
c'est le politique qui domine. On a vu Musk qui a à peu près dit tout l'inverse de ce qu'il fait aujourd'hui, à une époque où ça lui était profitable. Et pareil pour le dirigeant de Meta, Zuckerberg. Et pareil en Russie, on l'a vu. Ce qui a compté, c'est les idées noires d'un agent du KGB, un ancien agent du KGB. C'est pas les oligarques de l'époque, Berezovsky et d'autres. Eux, ils ont dû se soumettre ou partir. Mais soumettre politiquement, attention, ils pouvaient continuer à faire leurs affaires sans problème. Donc voilà. Et puis, dernier point quand même, mais ça c'est incroyable, quand on voit les personnalités que Trump a nommées, à des postes. Il y a un excellent article de Françoise Thom qui a été publié sur Desk Russie, où elle analyse, elle passe au peigne fin tout ça. La thèse, c'est qu'en fait, les États-Unis se russifient, pas d'un point de vue culturel au sens propre, mais d'un point de vue organisationnel, de la vision de l'État et d'autres choses. On voit, Kennedy, on le voit à la santé, alors que c'est un anti-vax. On voit qu'en fait, Trump nomme des gens de façon à vider de leur substance démocratique toutes ces institutions. Ce qui pourrait rappeler d'ailleurs Mais c'est fascinant. Enfin, Mais bon, après, il n'y a pas que la Russie et les États-Unis. C'est les régimes autoritaires, il y en a d'autres, et c'est un truc quand même assez étudié. Mais effectivement, Puis surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est Enfin bon, là, on est un peu loin de notre... Mais bon, c'est l'obsession à tuer le truc central de la démocratie en Occident depuis Montesquieu, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs. Oui, totalement. Moi, c'est le truc qui me frappe en permanence. Ouais. C'est Montesquieu à 18e, théorise ça très bien. En fait, le seul moyen de ne pas avoir une dictature, c'est d'avoir 3 pouvoirs qui sont exécutif, législatif et judiciaire. 3 pouvoirs qui se contredisent. Alors oui, c'est chiant quand on est l'un de ces 3 pouvoirs, parce que c'est un peu frustrant, on peut pas faire ce qu'on veut, mais en fait, c'est le propos. Ah oui. Et c'est ça qui est... Bon, après, je pense pas que Trump ait lu Montesquieu, ni qui que ce soit autour de lui. Mais en fait, quand ils ont quand même construit cette constitution, c'est à ça qu'ils pensaient. Les pères fondateurs et les républicains sont censés être obsédés par les pères fondateurs, mais ils sont en train de virer complètement le truc absolument central dans le logiciel de comment on fait une démocratie. On fait une démocratie en faisant des pouvoirs qui se neutralisent. Voilà. Ouais, t'as totalement raison. Et moi, j'ajouterais un point, c'est la montée dramatique de l'obscurantisme. Pendant longtemps, l'Occident, enfin au moins depuis 700 ans, l'Occident, c'est le lieu de l'émergence du logos, de la raison, ce retour à la Grèce antique au moment de la Renaissance. Et en fait, là, on assiste et la religion catholique a plutôt essayé de freiner en fait cette ascension au XVe siècle, XVIe siècle en Europe. Et là, on assiste à un retour en arrière assez fou. On se rappelle Saint-Just qui disait les moines et leur vie stupide c'est vrai, mais en même temps les États-Unis sont un pays fou de Dieu depuis le début. C'est juste qu'ils n'étaient pas à Washington jusque-là. C'est vrai, et en même temps, regarde, quand on voit en France les sondages qui ont été produits sur combien de gens pensent que la Terre est plate chez les jeunes, mais c'est alarmant. Mais enfin, il y a un effondrement du... Je pense que c'est aussi beaucoup une question de confiance dans les élites. C'est pas seulement une question on pourrait parler de niveau de culture, de niveau socio-économique, etc. Juste un dernier point, je vais donner 2 exemples. Il y a quand même Tucker Carlson qui nous a expliqué sérieusement qu'il s'était fait agresser la nuit par un démon qui l'avait griffé. Et on a Kash Patel, directeur du FBI, qui avait dit qu'il y a quelques temps, oui, le FBI, moi je vais virer tout le monde et je vais transformer ça en musée du Deep State. Et puis on a les autres qui sont pour beaucoup pro-russes. On a mentionné Access qui disait les opérations cyber informationnelles c'est terminé contre la Russie. Lui-même n'est pas très clair avec la Russie. Donc faut voir aussi les spécimens qu'on a en France. Donc il y a une inflation de ce phénomène, tu vois, obscurantiste. Mais les allumés, il y en a toujours une, notamment aux États-Unis. Non, mais il n'y a qu'à penser au développement de la religion mormone, il n'y a qu'à penser au mouvement évangéliste. Ouais, parce qu'il y a un écosystème médiatique qui fait que c'est des paroles qui ont beaucoup plus d'impact qu'à une époque. Il n'y a plus de gatekeepers par rapport à ça. Mais justement, c'est ça intéressant. Presque la conclusion. C'est un peu déprimant, mais votre thèse, elle est sur le contournement de la lutte armée. Ce truc de logiciel profond de la Russie, pour citer Gerasimov, dans la guerre moderne, le vainqueur n'est pas celui qui domine, mais celui qui fait changer d'avis l'ennemi. Avec l'idée que la lutte armée, c'est le dernier stade, quand tout est déjà gagné, qu'on a déjà fait les opérations informationnelles, qu'on a déjà agi sur les infrastructures. Si nécessaire. Et c'est ça qu'ils se sont plantés en Ukraine, ils pensaient que tout était déjà là et que ça allait tomber comme un château de cartes. Or, en fait, non, ils n'ont pas bien calibré tout ce qui allait autour de la lutte armée. Ils n'ont pas bien calibré, du coup, la lutte armée non plus. Mais est-ce que Donald Trump, c'est pas la victoire
absolue de la théorie du contournement de la lutte armée, puisque ils ont jamais tapé les États-Unis nulle part, les Russes, d'aucune manière cinétique, stratégique, etc. Par contre, ce qu'ils ont réussi, c'est à faire changer d'avis l'adversaire, c'est-à-dire les États-Unis, puisqu'ils ont élu Donald Trump. Franchement, excellent. Transition, conclusion. Peut-être que la théorisation du contournement de la lutte armée va finir par revenir en force grâce à Trump, en fait, qui va... finalement, cette guerre ne va pas se terminer sur le champ de bataille, mais bien à l'extérieur du champ de bataille, comme c'était prévu à la base, par une sorte de proxy qui n'est pas forcément conscience d'être un proxy. Donc oui, je dis oui à cette... C'est un peu emmerdant, parce que vous montrez bien, c'est votre thèse, que c'est quand même un truc qui est fait dans des recoins un peu sombres de Moscou, et pas que de Moscou, par des gens qui sont pas très rationnels, qui observent les États-Unis un peu la tête penchée, et qui ont des idées très très bizarres, et qui projettent beaucoup de choses, et fantasment beaucoup de choses. Et de ça sort cette théorie du contournement de la lutte armée, que c'est comme ça qu'on gagne les guerres maintenant. Du coup, c'est un peu emmerdant de leur donner raison à ces gens-là, mais on a là, à l'heure actuelle, voilà. Ouais, alors ils ont eu raison, mais est-ce qu'ils ont eu raison il se trouve qu'ils ont eu raison. Il se trouve qu'ils ont aussi eu tort. Si on regarde la SVO, l'opération militaire spéciale, et surtout, encore une fois, moi je tiens vraiment quand même à dire que oui, bien sûr que les Russes ont beaucoup cultivé toutes les stupidités que racontent Trump et les MAGA, toutes les croyances qui sont diffusées dans le discours MAGA, dans le discours conservateur, pacifiste, même en Europe, chez les gens qui disent il faut une paix, chez les experts, les experts avec 15 millions de guillemets évidemment, qui racontent ça. Bien sûr qu'ils ont favorisé ce discours, bien sûr, évidemment, mais c'est une vieille tradition. Bien sûr qu'ils ont surestimé et considéré que l'impact de cette guerre psychologico-informationnelle qu'ils estiment mener contre l'Occident, bien sûr qu'ils en ont surestimé les effets, bien sûr qu'ils ont pensé que ça pouvait faire basculer un pays, carrément, de l'Occident de leur côté. Et ça se produit. Ok, ça se produit, c'est vrai. Ça a probablement contribué. Mais je crois que d'abord, il faut se rappeler que exactement ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être manipulé par la Russie ou d'être un agent russe. Ok, ce discours et cette guerre et cette confrontation, cette radicalité russe et ces croyances du contournement de la lutte armée, ça a sûrement favorisé l'émergence de gens comme Trump et d'autres en Occident, bien sûr. Mais faut pas nier, ou en tout cas limiter l'agentivité des acteurs. Trump n'est pas un asset russe. Voilà. Enfin, n'est pas un agent russe, voilà, pour le dire simplement. Mais effectivement, on peut dire que si, et seulement si, Trump réussit à contraindre les Ukrainiens à accepter une soumission et en fait l'atteinte des objectifs maximalistes de la Russie en Ukraine, si la Russie obtient tout sans même devoir continuer le combat dans les mois qui viennent, ça sera une vengeance de la théorisation du contournement de la lutte armée sur l'échec de ceux qui n'ont pas réussi à la mettre en œuvre. Hein. C'est quand même ça, ça serait ça la conclusion. Et effectivement, mais c'est un truc que je répète de temps en temps, c'est tentant toujours de voir la main dans le complot, mais si on regarde l'histoire longue des États-Unis, ils n'ont jamais eu besoin de personne pour s'autodétruire, donc il n'y a pas forcément besoin de trouver un responsable extérieur. Totalement. Merci beaucoup Dimitri Vinnik. Merci à toi. Je rappelais donc les références de l'ouvrage, donc Pensée et culture stratégique russe, du contournement de la lutte armée à la guerre en Ukraine, paru en 2023. Et puis, vous publiez beaucoup, je mettrai en lien évidemment toutes vos notes, notamment sur le site de l'IFRI, qui sont totalement en accès libre. Merci beaucoup. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, notez-le, commentez-le à droite à gauche, 5 étoiles, des commentaires sur Spotify et Apple Podcasts, ça aide grandement à diffuser le podcast et l'émission. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.